Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'anticorps et nous allons voir de suite la correction concernant la structure des anticorps. Alors vous avez pu voir sur LibMol, mais également grâce à Anagen, que les anticorps sont constitués de 4 chaînes polypeptidiques. Les deux premières chaînes sont des chaînes que l'on appelle lourdes. Et ces deux chaînes lourdes sont identiques entre elles. C'est pour ça qu'elles sont ici représentées de la même couleur. En face de chaque chaîne lourde va se trouver une chaîne légère. Donc l'anticorps est constitué de deux chaînes légères qui sont là encore identiques entre elles. Vous ne l'avez pas vu dans l'exercice, mais ces 4 chaînes sont associées entre elles grâce à des liaisons que l'on appelle des ponts disulfures. Les deux chaînes lourdes sont reliées ainsi entre elles et les chaînes légères sont reliées à chaque chaîne lourde par des ponts disulfures. À l'extrémité des chaînes lourdes et des chaînes légères se trouve un site de fixation de l'antigène. Il y a 2 sites de fixation, un de chaque côté, et comme nos chaînes sont identiques, eh bien, le site est strictement le même des deux côtés de l'anticorps. Notre anticorps est constitué d'une partie constante qui sera la même quel que soit l'anticorps, et d'une partie variable qui va du coup varier en fonction du type d'anticorps. Cette partie variable est d'ailleurs la partie qui est en contact avec l'antigène. Cette partie variable s'étend de l'acide aminé 1 à l'acide aminé 110 sur chaque chaîne. Et au-delà de l'acide aminé 110, donc de 110 à 250 dans un cas ou de 110 à 400 dans l'autre cas, nous avons des chaînes d'acide aminé qui sont globalement constantes, c'est-à-dire identiques d'un anticorps à un autre. Au sein des parties variables, on va retrouver des acides aminés qui varient plus que d'autres en fonction d'un anticorps. Ils apparaissent ici, ils clignotent ici sur le schéma. Ces acides aminés hyper variables donc, sont peu nombreux, une dizaine à peu près, et donc vont être impliqués dans les interactions avec l'antigène. À l'autre extrémité de notre anticorps, dans la région constante, on va retrouver un site de fixation à des récepteurs membranaires. Nous en reparlerons plus tard, vous allez le voir, ils sont importants, puisque l'extrémité ici de l'anticorps est reconnue par des récepteurs qui se trouvent sur la membrane de certaines cellules. Alors, d'où viennent ces anticorps? Qui produisent les anticorps? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons vu qu'il y avait un lien avec les lymphocytes B. Il est temps à présent d'approfondir. Au sein de notre organisme, nous avons des milliards et des milliards de lymphocytes, dont évidemment des lymphocytes B. Un lymphocyte B va être caractérisé par la présence sur sa membrane d'un récepteur que l'on appelle le récepteur B. Ce récepteur B est un anticorps membranaire qui va être capable de détecter un antigène. Tous les récepteurs à la surface d'un même lymphocyte B sont identiques et reconnaissent donc le même antigène. Évidemment, il y a plusieurs millions de lymphocytes B différents qui ont donc chacun sur leur surface un récepteur B qui reconnaît un antigène différent. Si on prend comme exemple ici, eh bien, ce lymphocyte B, il est capable de reconnaître l'antigène sous forme de rond. Ici, celui-ci, il est capable de reconnaître l'antigène sous forme carrée. Et celui-ci, un antigène sous forme triangulaire. Alors, évidemment, tout cela est schématique, mais vous avez bien compris qu'il y a un lien important entre la structure spatiale de l'extrémité de notre anticorps, ici de notre anticorps membranaire, et l'antigène qui lui fait face. Alors évidemment, chacun de ces lymphocytes n'est pas présent en un seul exemplaire, ils sont présents à quelques milliers d'exemplaires, et l'ensemble des lymphocytes B qui disposent sur leur surface du même récepteur B sont appelés clones de lymphocytes B. Et donc nous avons des millions et des millions de clones différents qui sont donc capables de reconnaître autant d'antigènes différents. Alors, comment passer de ces lymphocytes B à la production d'anticorps? 3 étapes sont importantes. Alors, les lymphocytes B vont circuler dans notre organisme, dans le sang, dans les tissus, dans le système lymphatique et dans les ganglions qui sont des lieux de passage assez importants. Lorsque l'élément pathogène va entrer dans l'organisme, seul le clone de lymphocyte B qui dispose à sa surface des récepteurs permettant de reconnaître l'antigène vont être activés. Cela s'appelle la sélection clonale, lorsque le lymphocyte B disposant des bons récepteurs membranaires va détecter un élément pathogène. Cette interaction donc entraîne une activation du lymphocyte B, c'est ce que l'on appelle la sélection clonale. La sélection clonale va se traduire par une multiplication très intense du clone de lymphocyte B qui est capable de reconnaître l'antigène. C'est ce que l'on appelle l'amplification clonale. Cela entraîne du coup l'augmentation très importante dans l'organisme des lymphocytes B disposant des récepteurs capables de reconnaître l'antigène et crée du coup une expansion très importante du clone.
Les lymphocytes B s'étant ensuite multipliés, eh bien, la troisième étape va consister en une différenciation clonale. Toute une partie de ces lymphocytes B va se transformer en lymphocytes B mémoire, qui sont des lymphocytes B avec une très longue durée de vie, qui seront opérationnels en cas de pénétration une seconde fois de l'élément pathogène dans l'organisme. Et toute l'autre partie va subir une autre différenciation que nous allons voir immédiatement. En effet, les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont de gros lymphocytes différenciés qui vont être capables de sécréter des anticorps, circulants cette fois-ci. Tous les anticorps fabriqués par ce plasmocyte seront identiques entre eux, reconnaîtront le même antigène et seront identiques à l'anticorps membranaire du lymphocyte B activé au départ, c'est-à-dire celui qui avait détecté l'antigène. Ces plasmocytes disposent donc d'adaptation puisqu'ils sont capables de produire énormément d'anticorps, jusqu'à 2000 à 5000 molécules d'anticorps par seconde. Ces anticorps sont alors libérés dans le sang et la lymphe, ainsi que les tissus. Alors si l'on compare deux microscopies électroniques, l'une d'un lymphocyte B et l'autre d'un plasmocyte, on peut voir qu'il y a des différences morphologiques. Le plasmocyte est beaucoup plus gros que le lymphocyte B et va disposer à l'intérieur d'un réticulum endoplasmique très développé ainsi que d'un appareil de Golgi. Évidemment, cela pour produire énormément d'anticorps, puisque je vous rappelle que le réticulum endoplasmique est le lieu de production des protéines, et l'appareil de Golgi va permettre l'export de ces protéines par exocytose à l'extérieur de la cellule, donc pour libérer les anticorps dans le sang. Dans ce plasmocyte, on va également retrouver beaucoup de mitochondries. Alors là, petit rappel 2 secondes, les mitochondries, ce sont des organites qui permettent la respiration cellulaire, et donc vont permettre de produire énormément d'énergie pour fabriquer de façon intense les anticorps. Donc ces plasmocytes vont avoir une durée de vie de 10 à 30 jours environ, donc vont produire des anticorps pendant cette durée, jusqu'à ce que le virus ou la bactérie ou autre élément pathogène soit éliminé de l'organisme. Donc certains plasmocytes néanmoins vont avoir une longue durée de vie et vont continuer à fabriquer des anticorps sur un laps de temps beaucoup plus long. Alors en ce moment, on parle beaucoup d'un nouveau type de test de dépistage pour le coronavirus. Ce que nous venons de voir sur les lymphocytes B permet de le comprendre. En effet, si un individu a été infecté par le coronavirus, des lymphocytes B reconnaissant spécifiquement le coronavirus se sont différenciés en plasmocytes et les plasmocytes ont produit des anticorps spécifiquement dirigés contre le coronavirus. Donc, pour toutes les personnes qui ont été infectées, on va retrouver dans leur sang des anticorps spécifiquement dirigés contre des antigènes du coronavirus. Donc il suffit ensuite de détecter la présence ou non de ces anticorps pour savoir si une personne a été infectée ou non. On parle alors de séropositivité à un virus donné, par exemple, ici ce serait le coronavirus, si on retrouve dans le sérum des anticorps dirigés contre le coronavirus. Alors, on récapitule, dans notre organisme, on dispose de millions et de millions de clones de lymphocytes B différents. Chaque clone est capable de reconnaître un antigène particulier. Lorsqu'un antigène pénètre dans notre organisme, le clone qui est capable de reconnaître l'antigène va alors être activé, c'est la sélection clonale. Cette sélection clonale va se traduire par une multiplication intense du clone en question, c'est donc l'amplification clonale, notre deuxième étape. La troisième étape, c'est la différenciation clonale. Toute une partie des lymphocytes B va se différencier en lymphocytes B mémoire à longue durée de vie, et l'autre partie va se différencier en plasmocytes, des grosses cellules qui sont capables de synthétiser des anticorps avec un rythme très important, anticorps qui sont identiques à l'anticorps membranaire du lymphocyte B activé au départ lors de la pénétration de l'agent pathogène. Les mécanismes de défense qui impliquent les anticorps est appelée réaction immunitaire adaptative humorale. En effet, les anticorps vont contribuer, en cas d'infection de l'organisme, à éliminer les agents pathogènes et permettre la guérison de l'organisme. Vous allez donc travailler sur ce point précis, comment les anticorps contribuent-ils à éliminer les agents pathogènes de notre organisme. L'école sans mur, c'est donc à vous de jouer. Bon courage et bon confinement.